Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue, chers élèves, sur la plateforme Takana Academy. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur une notion des arts évacuée dans les salles de classe. Et donc, je vous demande de vous préparer, d'être attentif, d'être patient. Je vous ai proposé un sujet de dissertation, puisque après tout, il s'agira de vous évaluer. Et donc, pour vraiment entrer dans ce domaine, dans le vif du sujet, j'ai proposé un sujet de dissertation intitulé Le travail est-il une contrainte ou une condition de la liberté? Et donc, c'est autour de cette question que nous allons mener notre réflexion, vous et moi, pour synthétiser tout ce qui a été dit dans les salles de classe avec vos différents professeurs. Et l'accent sera mis sur la méthodologie, hein. Et tenez bien compte de ça. On va plus maximiser ou accentuer notre réflexion sur la méthodologie, mais au-delà de ça aussi, comment s'assurer qu'on a réussi notre dissertation en vérifiant toutes les étapes nécessaires de cette dissertation, en commençant par l'introduction, le développement jusqu'à la conclusion. Et même dans l'introduction, il sera question de vérifier. Quand vous regardez bien, c'est ce modèle que j'ai proposé maintenant. Il faut que l'élève s'assure dans son cahier de brouillon qu'il a bien réussi les différents éléments de l'introduction, à savoir l'amorce, poser le sujet, la problématique et l'annonce du plan. Développement aussi, il va falloir que l'élève s'assure que les différents éléments qui constituent les paragraphes sont là pour ne pas construire un paragraphe vraiment qui ne respecte pas les normes, y compris aussi la conclusion qui est composé de bilan en premier, puis votre point de vue et enfin ce qu'on appelle la perspective. Et donc, nous allons vérifier ensemble tous ces éléments-là pour s'assurer qu'on a vraiment réussi notre dissertation. Alors, pour mesurer votre niveau de concentration et votre présence, je voudrais vous demander, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêts? Êtes-vous prêts? Oui, Alors là, c'est bien. Alors, figurez-vous, je vais vous raconter une petite anecdote qui vient de se passer il y a de cela 5 minutes. Avant que je n'intervienne tout de suite là, je discutais avec le technicien. Il me pose la question de savoir et tes activités, comment elles vont? Je lui ai dit, n'est-ce pas, ce qui justifie le thème de notre réflexion d'aujourd'hui. Je lui ai dit, aujourd'hui, il s'agira pour nous de réfléchir effectivement sur la nature de cette activité que l'on appelle le travail. Il me demande comment va mon travail. Je lui ai dit, écoute, c'est tout l'objet du cours d'aujourd'hui. Et donc, nous allons réfléchir effectivement, j'insiste, sur la nature du travail et lequel travail est propre à l'homme. Autrement dit, vous et moi aujourd'hui, nous allons réfléchir sur notre propre activité. Depuis que vous étiez enfant, à partir de 3 4 ans, il y a maman et papa qui se lèvent les matins pour vous accompagner à l'école élémentaire, CM, jusqu'au lycée aujourd'hui. Mais maintenant, ce que nous allons faire, nous allons réfléchir sur la nature de ce travail-là, de cette activité que nous menons tous les jours. Est-ce que cette activité elle est contraignante ou bien c'est une activité qui nous procure du bonheur, de la joie. Tantôt, quand on travaille, on a l'impression que c'est dur, c'est difficile, on a du mal à traverser les coulisses. D'autres abandonnent. Mais vous voyez aussi d'autres personnes qui travaillent, ils endurent, ils sont endurants, ils n'abandonnent pas. Et à un moment donné, par exemple, avec les élèves, une fois avoir le bac, et puis ils sont heureux. Donc, d'un côté, on voit que notre rapport avec le travail, nous sommes parfois stressés, nous sommes frustrés, mais d'un autre côté aussi, on se rend compte que, ou bien ce même travail nous procure du bonheur. Alors, il s'agira aujourd'hui de réfléchir effectivement sur cette activité. Et d'ailleurs, c'est cette problématique-là qui a fait qu'aujourd'hui, je vous ai proposé ce sujet qui est aussi une leçon ou un chapitre du programme de terminale sur la nature du travail. Donc, j'aimerais préciser quelque chose. Ce sujet
traite la nature du travail, le rapport de l'homme avec le travail. Mais maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, encore une fois, j'aimerais préciser d'abord les éléments de la dissertation. Vous avez l'introduction, vous avez le développement, vous avez la conclusion. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Il faut qu'on s'entende d'abord sur les bases, sur les éléments de l'introduction. En premier lieu, vous avez ce qu'on appelle l'introduction. Ici, vous avez l'introduction. Et l'introduction est composée d'abord de l'amorce. L'amorce, après l'amorce, vous avez ce qu'on appelle poser le sujet, puis la problématique. Donc, vous avez l'amorce, poser le sujet, la problématique. Mais maintenant, que faut-il entendre par amorce? L'amorce, c'est l'entrée en matière. Ça, c'est un élément de détail. L'amorce, c'est l'entrée en matière. Et cette entrée en matière peut se faire de différentes manières. Vous pouvez faire une amorce par citation, amorce par définition des concepts, amorce par contexte historique, amorce par constat des faits. Donc, vous avez plusieurs manières de faire votre amorce. Moi, ici, par exemple, dans ce sujet, j'ai choisi une amorce définitionnelle combinée par un contexte historique. Autrement dit, j'ai défini la notion du travail, puis j'ai posé les différentes théories, les différentes conceptions qui ont été formulées à partir de la problématique de la nature du travail. Donc, c'est une amorce qui renferme la définition, mais en même temps les différentes perspectives qui ont été avancées. Après cela, vous posez le sujet. Et une fois posé le sujet, vous le reformulez. La reformulation n'est pas une obligation, mais c'est l'idéal. Vous pouvez reformuler le sujet. Une fois reformulé le sujet, maintenant vous formulez la problématique. Pour la problématique, surtout, il faut d'abord trouver le thème, c'est-à-dire le problème du sujet. Et souvent, c'est là où il y a énormément de difficultés. Quoi que l'on puisse dire, trouver le thème du sujet n'est pas quelque chose de facile. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande une culture générale, ça mesure même la compréhension du sujet. Donc ça, c'est un élément de détail. Par exemple, avec ce sujet, le travail est-il une contrainte ou une condition de la liberté? La première des choses à faire, il faut transformer l'interrogation en affirmation. Autrement dit, vous avez un sujet de type interrogatif. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de transformer l'interrogation en affirmation. Dans ce cas, on aura quoi? On aura ceci. Le travail est une contrainte, une condition de la liberté. Donc, vous avez transformé l'interrogation en affirmation. Alors, pour ces genres de sujets, vous avez la présence d'un connecteur ou d'une conjonction. Vous comprenez? D'une disjonction, autant pour moi. Vous avez le connecteur ou ici, qui est une disjonction. Vous comprenez? Alors, ce qui se trouve déjà là, avant le ou, est une thèse. Ce qui se trouve aussi derrière le ou est aussi une autre thèse. Autrement dit, dans ce genre de sujet, le plan est déjà là. Les deux parties sont là. Et donc, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer. On vous a dit, le travail est une contrainte ou une condition de la liberté. Vous pouvez avoir comme première thèse, le travail est une contrainte. Deuxième thèse, ce que vous appelez antithèse, le travail est une condition de la liberté. Donc, le plan est déjà là pour des sujets de ce genre, et, ou bien des sujets avec ou. Donc, il faut beaucoup faire attention. Des sujets avec ou, le plan est déjà là. Donc, la première proposition, on a deux phrases ici, deux propositions si vous voulez. La première proposition est que le travail est une contrainte. Deuxième proposition ou phrase, le travail est une condition de la liberté. Donc, ici, on vous a donné deux possibilités. Deux possibilités. Donc, la première des choses à faire, c'est de démontrer en quoi le travail serait une contrainte. Et dans la deuxième partie de votre travail, en quoi le travail peut être une condition de la liberté.
Donc, pour ce genre de sujet, encore une fois, vous avez un plan qui est là, le plan qui se marque avec comment dire, ce connecteur ou. Donc, maintenant, puisque vous avez le sujet, deuxième règle, après avoir transformé l'interrogation en affirmation, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cherchez le thème. Pour trouver le thème, la question suivante se pose. De quoi il est question dans ce sujet? Pourquoi je vous demande de chercher le thème? Parce que si vous trouvez le thème, le problème est assuré. Vous avez trouvé le problème philosophique, la question philosophique. Alors, pour ce sujet, c'est quoi le problème? On vous dit que le travail est une contrainte ou une condition de la liberté. On a affirmé deux choses sur le travail. On a avancé deux jugements sur le travail. Et donc, à partir de ces deux jugements, nous pouvons dire que dans ce sujet, il est question soit, vous dites, de la nature du travail, soit, comme problème, vous dites, il est question du rapport entre l'homme et le travail. Donc, vous avez deux formulations. Soit vous dites, il est question dans ce sujet de la nature du travail, ou bien le rapport de l'homme, le rapport entre l'homme et le travail. Donc, le sujet que vous venez de voir est une thèse. Cette thèse découle de cette problématique autour de la nature du travail. Autrement dit, chaque sujet qu'on vous donne, rassurez-vous, c'est une thèse. Maintenant, la question qu'il faut se poser est la suivante. À partir de quel thème, à partir de quel problème, à partir de quel débat, cette thèse a été avancée? Je ne sais pas si vous me comprenez. Chaque thèse qu'on vous donne, rassurez-vous, cette thèse-là découle d'une problématique, découle d'un problème, découle d'un thème bien précis. Maintenant, votre travail, votre effort consistera à chercher ce thème-là. Et pour trouver ce thème, posez toujours la question suivante, de quoi il est question? C'est le thème qui renferme toutes les possibilités. C'est le thème qui engendre toutes les thèses. Autrement dit, il n'y a pas de thèse possible sans thème. Il n'y a pas de thèse possible sans problème. Voilà pourquoi le problème est fondamental en philosophie. Et d'ailleurs, c'est l'un des critères qui permettent de mesurer la compréhension du sujet de l'élève. On peut mesurer si l'élève a compris le sujet ou pas à partir de sa capacité à faire ressortir le problème. Le problème, c'est l'implicite. Donc, c'est à vous de remonter. À partir de la thèse, vous nous faites sortir le thème. Et souvent, c'est là où beaucoup d'élèves aussi rencontrent des difficultés. Mais encore une fois, ce n'est pas une chose impossible. Vous pouvez réussir à faire ressortir le problème en vous exerçant. Et donc ici, dans ce sujet, il est question de la nature du travail ou encore il est question du rapport entre l'homme et le travail. Un petit rappel. Première règle, on a transformé l'interrogation en affirmation. Deuxième règle, on cherche le thème du sujet. À partir de quel thème cette thèse a été formulée. Et donc, ici, c'est clair. Puisque vous avez le thème, votre problématique, vous l'avez réussi. D'autant plus que les deux thèses sont là. Vous avez la thèse, vous avez l'antithèse. Encore une fois, faut-il insister sur l'idée selon laquelle que l'antithèse n'est pas le contraire de la thèse. L'antithèse, c'est une autre thèse. C'est une nuance. Hmm? Donc, dans ce sujet-là, vous avez les deux parties et vous avez le thème. Le thème, vous le transformez sous forme de questions, vous avez votre problème. Donc, deuxième règle, on cherche le thème. Après avoir trouvé le thème, troisième règle, on va maintenant formuler le problème à partir du thème. Autrement dit, on transforme le thème en interrogation ou bien en question. La question, elle est évidente. Ici, soit vous dites, c'est ça qui deviendra le problème d'ailleurs, vous dites, quelle est la nature du travail? Ou bien, vous dites,
Quel est le rapport? Ça, c'est le problème. Ou, je mets ou ici, ou vous pouvez formuler votre problème ainsi. Quel rapport entre l'homme et le travail? Donc, vous avez votre problème. Alors, à partir de ce problème-là, mais vous formulez les questions de la thèse et de l'antithèse. Et dans le sujet, je vous ai dit que le plan est déjà clair. Donc, dans ce cas, la première question qu'il faut poser Bonjour. pour la thèse est là. Je termine d'abord, hein. Je termine d'abord, après je vous donne la parole. Ousmane, je termine, après je vous donne la parole. Donc, vous avez la première question, question de la thèse. Vous aurez ceci. Le travail peut-il être une contrainte? Ou peut-on dire que le travail est une contrainte? Hmm? Peut-on dire que le travail est-il est-il une contrainte? Donc ça, c'est la question de la thèse. Maintenant, question de l'antithèse. Vous dites que le travail peut-il être une condition de la liberté? Le travail peut-il être considéré comme une condition de de la liberté? De la liberté. Et donc, déjà, le problème est résolu pour l'introduction. Avant de continuer, j'aimerais vous poser quelques questions, hein, avant de continuer. Par rapport à ce travail de brouillon sur l'introduction, vous avez déjà affirmer, transformer l'interrogation en affirmation, vous avez la thèse et l'antithèse en même temps dans ce sujet. Deuxième règle, vous avez trouvé le thème, la nature du travail ou encore le rapport entre l'homme et le troisième et le travail. Troisième règle, maintenant vous formulez la problématique. Vous avez posé le problème, quelle est la nature du travail, ou même vous dites quel rapport entre l'homme et le travail, et, et les questions de la thèse et de l'entité sont aussi déjà là. Mais maintenant, il ne restera pour vous qu'à formuler ou qu'à annoncer le plan. Avant de continuer, est-ce que déjà vous comprenez les étapes? Vous avez maintenant la parole. Je vous pose ces questions. Est-ce que vous comprenez ce travail-là? Ok, Ousmane, Anne. Ousmane, Anne, vous avez la parole. Monsieur, Oui, Fatima Diouf. vous pouvez baisser l'écran. Je veux recopier la thèse, la question de la thèse. La question de la thèse est là. Oui. Le travail, le Mhm. travail, Oui. comment dirais-je, le travail peut-il être, Une contrainte. oui, le travail peut-il être une contrainte? C'est ça la thèse. Vous regardez le sujet, il y a le connecteur où? Vous voyez le Oui. connecteur où? Oui. Maintenant, ce qui se trouve à droite là, non, à votre gauche,
Oui, Première proposition. Le mhm, travail est-il une contrainte? Ça, c'est la thèse. C'est la première oui, partie. Vous comprenez? oui, oui, Ce qui se trouve maintenant de l'autre côté, c'est ça votre deuxième partie. d'accord. Le travail est-il une condition de la liberté? Mhm. Donc, c'est ça. Et le problème philosophique, c'est quelle est la nature du travail ou bien quel rapport entre l'homme et le Le travail. travail. Donc, c'est ça que j'ai formulé ici. On peut dire quelle est la vocation du travail. Ça, c'est le sujet ne traite pas la question de la vocation du travail. D'accord. Vous comprenez? Mais ici, Oui, pourquoi j'ai dit nature? Je m'explique. J'ai dit mhm, nature parce qu'on parle de contrainte ou bien liberté. mhm, Alors, quand on parle de contrainte ou de liberté, ce sont des manifestations du travail. mhm, Est-ce qu'en travaillant, ce travail vous rend heureux ou bien vous rend malheureux? mhm, Donc, le malheur ici et le bonheur, ou bien encore la contrainte, ou bien la liberté, sont des manifestations du travail. Ce sont des caractéristiques du travail. Ce sont des facettes du travail, d'où nature. Quand on parle de caractéristiques, ça nous renvoie à la nature de la chose. Comment la chose nous impacte, comment la chose se manifeste en nous, d'où nature du travail. Ou à défaut de ça, vous pouvez parler du rapport entre l'homme et le travail, puisque dans votre cours, on vous a expliqué que les animaux, comment le travail est une activité créée par l'homme. Vous comprenez? mhm. Oui. Et donc, c'est une activité propre à l'homme. Donc, puisque le travail est une activité propre à l'homme, finalement, qu'est-ce que ce travail-là procure en lui? Est-ce que le travail procure du bonheur en l'homme ou bien est-ce que c'est une contrainte? Est-ce qu'à partir du travail, l'homme arrive à avoir son autonomie? Est-ce que l'homme arrive à être libre dans l'activité du travail? Avant d'entrer dans les théories qui ont été avancées, j'aimerais d'abord qu'on soit d'accord sur d'abord les différents éléments de l'introduction. Maintenant, par rapport aux différentes perspectives qui ont été avancées sur cette question, on va y revenir largement avec des auteurs tels que Karl Marx, Engels, ainsi de suite, Hannah Arendt. Mais pour l'instant, j'aimerais qu'on s'assure d'abord qu'on a maîtrisé les différents éléments de l'introduction. C'est ça d'abord mon souci. Mhm. Alors, Monsieur, oui, Khadija Diop, oui, monsieur, pardon, est-ce que vous pouvez descendre jusqu'au début pour comprendre les captures? euh, en fait, je vais... D'accord, d'accord, je vous le permets. Voilà pourquoi il faut venir tout, quoi, pour que l'on commence ensemble. Vous parlez du travail de brouillon, non? Oui, oui. Ah ouais, c'est ça. Première règle, j'ai d'abord énuméré les différents éléments de l'introduction. J'ai dit que l'introduction est composée d'une amorce, puis l'étape que vous appelez poser le sujet, et la troisième étape, c'est la problématique. Alors, j'ai dit, par rapport à ce sujet, la première des choses à faire, quand on vous donne un sujet de type interrogatif, la première règle, c'est de transformer l'interrogation, la phrase interrogative, en une phrase affirmative. Et donc, quand on transforme la phrase interrogative, le sujet en affirmation, on a ceci. Le travail est une contrainte ou une condition de la liberté. On a l'affirmation. Deuxième règle, cherchez le thème du sujet. Pourquoi? Parce que la thèse qui vous a été donnée, le sujet qui vous a été donné, est une thèse qui découle d'un thème bien précis, est une thèse qui découle d'une controverse, d'un débat autour d'un thème, autour d'une problématique. Et comment trouver le thème? Je vous ai dit, vous pouvez poser la question suivante. De quoi il est question dans ce sujet? Et parallèlement à notre sujet, il est question de la nature du travail, il est question ou encore du rapport entre l'homme et le travail. Pourquoi la nature du travail? Parce que dans le sujet, on a dit, le travail est-il une contrainte ou une condition? Quand vous regardez bien, contrainte ou condition de la liberté, ce sont des manifestations du travail, ce sont des propriétés, des caractéristiques du travail, d'où le concept de nature. Ou encore, vous pouvez dire, il est question du rapport entre l'homme et le travail. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle du travail humain. Le travail qui est une activité propre à l'homme. Quel est son impact sur ce dernier? Est-ce qu'il le rend malheureux
Est-ce à partir du travail, ce dernier arrive à trouver son autonomie, sa liberté? Est-ce que c'est à partir du travail que l'homme s'impose? D'où le thème suivant. Maintenant, après avoir trouvé le thème, j'ai dit, pour trouver le problème, il faut transformer le thème en question et vous avez ce qu'on appelle le problème. C'est ainsi que ici, on a formulé le problème suivant. Quelle est la nature du travail? J'ajoute ici du travail. Ou bien, vous dites quel rapport entre l'homme et le travail. Ça, c'est le problème. Maintenant, pour les questions secondaires, vous avez les deux possibilités. Le travail peut-il être une contrainte? Deuxième hypothèse, le travail serait-il une condition de la liberté? Donc, vous avez déjà ces deux possibilités. La première question qui vous servira de formuler votre thèse et la deuxième question qui vous permettra vous, de formuler votre antithèse. Voilà, en grosso modo, ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que ça va pour l'instant? Monsieur, après la thème nature, Le thème, rapport oui, entre l'homme et le travail, oui. euh, qu'est-ce qui suit après par la suite? Après le thème. Après le thème, oui, dans le Oui, on a bulletin. formulé les questions pour la question de la thèse et de l'antithèse. J'ai mis question de la thèse. Peut-on dire que le travail est-il une contrainte? Question de l'antithèse, le travail peut-il être considéré comme une condition de la liberté? Ça va maintenant? Pardon, je suis un peu perdue là. Vous avez mis thème nature, rapport Bon, en fait, entre le l'homme. souci, c'est que vous voulez recopier tout ce qu'on a écrit, en fait. Oui, je voulais faire une capture, en fait, quand vous descendez. Mais en fait, bon, d'accord. Maintenant, une fois terminé, après, vous allez recopier. C'est bon? D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont des questions avant que je ne continue? Il y a Aïssatou Watt qui dit non. Aïssatou Watt, nous vous écoutons. Aïssatou Watt, d'accord. Donc, je vais continuer. Alors, maintenant que vous avez ces différents éléments, là, c'est facile maintenant de formuler votre introduction dans votre copie propre. Donc, vous pouvez faire votre amorce en définissant le concept de travail et après proposer les différentes théories qui ont été avancées. C'est ainsi que dans ce sujet, j'ai proposé comme amorce le travail est une activité fondamentale de l'existence humaine. D'un côté, il peut être perçu comme une contrainte, une obligation qui limite notre temps et notre liberté. D'un autre, il apparaît comme une nécessité permettant d'accéder à l'autonomie et à la réalisation de soi. Dans cette amorce, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord défini le travail comme une activité propre à l'homme. Après, j'ai montré que sur cette nature du travail, il y a eu des thèses qui ont été avancées. L'une des thèses consiste à dire que le travail est une contrainte. Et la deuxième théorie ou la deuxième hypothèse, que le travail est une condition de la liberté. Et donc, j'ai posé le débat. Quelqu'un d'autre peut aussi formuler son amorce en commençant par le thème. Par exemple, en disant, sur la nature du travail, plusieurs perspectives ont été développées. D'après certains penseurs, le travail est une contrainte. Or, pour d'autres, le travail est plutôt une condition de la liberté de l'homme. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Quelqu'un d'autre peut faire l'amorce en proposant une citation. Et à partir de cette citation, il pose le débat. Mais moi, dans ce contexte précis, j'ai décidé de définir le travail et poser les différentes perspectives qui ont été avancées, qui ne sont rien d'autre que les différentes propositions qui sont dans le sujet. Donc ça, c'est l'élément essentiel. Deuxième chose, après avoir terminé l'amorce, vous posez le sujet. Vous posez vous posez le sujet. Alors, pour poser le sujet, d'abord, il y a deux choses qu'il faut retenir. Nous, il vous a été dit, soit si le sujet est long, vous pouvez le reformuler, soit si le sujet est court,
Vous recopiez le sujet textuellement en y mettant les guillemets. Ou à défaut de ça, vous pouvez recopier le sujet entre les guillemets et après le reformuler. Ce que vous dites autrement dit en d'autres termes. Donc, dans ce cas de figure, vous mettez le sujet entre guillemets. Je mets ici sujet. Vous fermez les guillemets. L'interrogation doit être à l'intérieur des guillemets, pas à l'extérieur. Une fois terminé, après vous dites autrement dit, ou bien en d'autres termes. Donc ça, c'est la partie intitulée Poser le sujet. Alors, une fois posé le sujet, vous avez maintenant euh, l'autre étape appelée problématique. Problème, problématique. Pour la problématique, commencez par poser la question d'ouverture. C'est important. La question d'ouverture, c'est-à-dire le problème. Commencez par le problème. Et le problème, ce n'est pas ça que vous allez développer après, mais c'est une question d'ouverture qui renferme toutes les possibilités. Exemple, vous commencez par dire quelle est la nature du travail. Cette question, c'est le problème philosophique. Quelle est la nature du travail? Ou bien, quel rapport entre l'homme et le travail? Donc ça, c'est une question d'ouverture. Vous n'allez pas répondre ça dans votre développement, mais c'est juste une question d'ouverture. Soit, le problème peut être formulé sous forme de question ou bien sous forme d'interrogation, d'affirmation. Après avoir posé le sujet, vous dites autrement dit, ainsi de suite, vous reformulez. Après, vous pouvez dire, dès lors, le problème posé est le suivant. Quelle est la nature du travail? Ou bien, ce sujet nous invite à réfléchir sur la nature du travail. D'où les questions suivantes. Quelle est la nature si vous dites ce sujet nous invite à réfléchir sur la nature du travail, pas besoin de mettre le problème sous forme d'interrogation. Vous allez continuer directement avec les questions de la thèse et de l'antithèse. Mais ici, nous avons décidé de mettre le problème sous forme d'interrogation. Voilà pourquoi vous avez la question suivante. Quelle est la nature du travail? Ça, c'est la question du problème, ce que vous appelez question philosophique. Maintenant, on va poser une deuxième question qui fera l'objet et qui sera l'objet de notre thèse. Et une troisième question qui fera l'objet de notre antithèse. Donc, question de la thèse. Après avoir dit quelle est la nature du travail, on enchaîne. On dit que, nous allons dire, le travail peut-il être qualifié de contrainte? Ou bien peut-on dire que le travail est contraignant? Est-ce que vous comprenez? Là, je mets directement le travail serait-il une contrainte? Cette question reflète la thèse. Ça fera l'objet de notre thèse dans le développement. Maintenant, on va poser une troisième question. Et c'est cette troisième question qui fera l'objet de notre antithèse. Vous dites, le travail serait-il une contrainte? Question numéro 3. Ne peut-on pas, ne peut-on pas dire que le travail serait une condition pour la liberté de l'homme, pour une condition pour la liberté pour la liberté de l'homme. Et donc, ça est là. La problématique, elle est réussie. On a posé la question d'ouverture, que l'on appelle le problème. On a posé une question secondaire qui nous renvoie à la thèse, puis une autre question qui nous renvoie à l'antithèse. C'est ça qu'on appelle la problématique. Donc, la problématique,
c'est l'ensemble des questions que l'on pose autour du problème, autour de la question philosophique. Retenez bien cette définition. La problématique, c'est l'ensemble des questions que l'on pose autour du problème. Or, il s'avère que dans cette problématique, le problème, c'est quelle est la nature du travail. L'ensemble des questions qu'on a posées à partir de ce problème sont les suivantes. Peut-on dire que le travail serait une contrainte ou encore le travail serait-il une condition de la liberté pour l'homme? C'est ça qu'on appelle des questions secondaires et tertiaires. C'est-à-dire, c'est des hypothèses que l'on pose, que l'on formule à partir du problème philosophique. Donc, avant de continuer, est-ce que d'abord vous avez compris ce qu'on appelle la problématique? Parce que toutes les difficultés en classe de terminale, souvent, sont liées à cette question de la problématique. Encore une fois, le problème n'est pas, comment dirais-je, il ne faut pas différencier le problème de la problématique. Non. Le problème se trouve dans la problématique. Ça aussi, j'aimerais bien que vous le reteniez. Le problème fait partie de la problématique. Le problème, c'est juste la question d'ouverture. Et cette première question-là, vous n'allez pas la développer dans votre développement. Les deux questions auxquelles vous allez répondre dans votre développement sont les suivantes. Peut-on dire que le travail serait une contrainte ou encore le travail ne serait-il pas une condition pour la liberté de l'homme? Voilà les deux questions que vous allez répondre dans votre développement, mais pas le problème. Le problème, c'est juste, encore une fois, j'insiste, ce n'est qu'une ouverture. Ce n'est qu'une question d'ouverture, ce n'est qu'une question philosophique. C'est pour nous permettre de formuler les autres hypothèses. Alors, avant de continuer, encore une fois, retenez bien ceci. Ne distinguez pas le problème de la problématique. Pourquoi? Parce que le problème fait partie de la problématique. C'est une étape. C'est une étape d'ouverture de série de questions. Donc, la problématique, c'est l'ensemble des questions que l'on pose autour du problème, autour d'une question principale. Et notre question principale, encore une fois, c'est la nature du travail. Autrement dit, quelle est la nature du travail ou encore quel rapport entre le travail et l'homme. Après avoir formulé la problématique, maintenant, vous allez annoncer le plan. Normalement, une bonne problématique peut faire l'objet d'un plan. Mais puisque très souvent, beaucoup de profs insistent sur l'annonce du plan, et donc il faut le faire. Donc, étape finale, vous allez annoncer le plan. C'est ainsi que souvent, vous avez l'habitude de dire, après, après avoir montré dans la première partie que le travail peut, que le travail peut être une, une contrainte, nous allons, nous allons dans la deuxième partie montrer que le travail peut aussi être une condition pour la liberté de l'homme. Et donc là, vous avez affirmé vous avez annoncé le plan. C'est-à-dire, ce sont les interrogations que vous avez transformées en affirmation. C'est ça qu'on appelle le plan. Et donc, en grosso modo, encore une fois, j'insiste et je réitère mes propos. Quand vous trouvez le thème, mais tout le travail est réglé. Quand vous trouvez le thème, ce thème-là, vous le transformez sous forme de question, vous avez votre problème philosophique. Et puis, à partir de là, vous avez la thèse. Maintenant, le seul travail à faire, c'est de chercher l'antithèse. Pour des sujets où il y a le connecteur, et là, c'est facile parce que vous avez le plan déjà.
Mais maintenant, quand vous trouvez le thème, c'est fini. Vous avez trouvé votre problème philosophique, vous avez déjà le plan qui est là, et ce qui reste, c'est juste le développement. Donc, l'introduction est une étape fondamentale. C'est une étape fondamentale. Il ne faut pas la négliger. C'est ça qui fait d'abord, c'est ça qui fera la différence. Parce que quand le correcteur prend votre copie, la première chose qu'il va regarder, effectivement, c'est l'introduction. Maintenant, si dans l'introduction, toutes les parties s'y trouvent, la formulation elle est bonne, vous trouvez le problème philosophique, mais déjà, votre copie donne une bonne impression. Voilà pourquoi il faut vraiment maximiser votre sens sur le problème philosophique. J'ai dit que pour la reformulation, si, vous pouvez reformuler le sujet. J'ai même écrit, après avoir posé le sujet, vous reformulez. Ça, je l'ai dit, vous reformulez le sujet. Moi, je ne l'ai pas fait, mais vous allez le faire. Parce que beaucoup de profs aussi insistent sur ça. Alors, Fatima, je donne la parole à Fatima Fall. Fatima, oui, nous vous écoutons. Bon, je Mhm. voulais dire, en guise de ma compréhension, donc la problématique, ça nous permet, c'est un travail qui se fait à travers le brouillon qui nous permet de donner notre plan. Non, la problématique, avant de recopier le travail proprement dit dans votre copie propre, il faut faire un travail de brouillon. Ce que j'appelle problématique, c'est la troisième phase, c'est la troisième étape de l'introduction. Oui, vous avez dit que la problématique, dans la problématique, il faut faire il faut donner une question qui répond à la thèse et une autre question qui renvoie à l'antithèse. Selon ma compréhension, donc la problématique, c'est comme le plan, c'est comme le plan. Oui, Les mais il y a questions un élément du, qu'il faut tenir en compte. hein? Par exemple, dans ce sujet, il y a trois questions. La première question, c'est ça que vous appelez le problème. C'est une question d'ouverture. Cette question, vous n'allez pas la développer après. Maintenant, à partir de cette question, toutes les autres questions se posent. Voilà pourquoi vous avez trois questions. La première question nous renvoie au problème. La deuxième à la thèse. La troisième question à l'antithèse. Si vous voulez, vous pouvez faire ajouter une synthèse. Mais la première question est une question d'ouverture. Et le problème, j'ai dit, vous pouvez soit le reformuler sous forme de question ou bien sous forme d'affirmation. Si c'est sous forme d'affirmation, par exemple, dans ce sujet, vous pouvez dire, ce sujet nous invite à réfléchir sur la nature du travail. Dès lors, nous pouvons nous poser les questions suivantes. Première question, le travail est-il une contrainte? Deuxième question, ne peut-on pas dire que le travail serait plutôt une condition pour la liberté de l'homme? Là, vous avez deux questions. Le problème, vous l'avez formulé sous forme d'affirmation. Voilà pourquoi. Mais si vous formulez le problème sous forme d'interrogation, là, vous aurez trois. Quand vous regardez bien dans ce sujet, c'est ça que j'ai dit. Quelle est la nature du travail? Le travail peut-il libérer l'homme en lui permettant d'exister de manière autonome ou peut-il l'asservir en l'enfermant dans un cadre contraignant? Donc, vous avez trois questions. La première, c'est le problème philosophique. La deuxième question nous renvoie à la thèse. Et la troisième, à l'antithèse. Est-ce que ça va, Fatima Fall? Oui, donc, si je comprends bien, la, la problématique Oui, renvoie au plan. C'est ça que mais j'arrive pas à comprendre. Parce que le plan, c'est des questions qu'on pose. Une non, le question plan, qui c'est juste renvoie. une affirmation de la problématique qui est sous forme de question. Hmm? Les questions que vous avez posées, Oui. c'est ça qu'on appelle problématique. Maintenant, le plan, ce n'est qu'une affirmation de ces questions sous forme d'affirmation. Exemple, dans ce sujet, vous avez vu, j'ai dit, le travail peut-il être considéré comme une contrainte? Deuxième question, le travail est-il une condition pour la liberté? Maintenant, ça, ce sont des questions. Plan, vous dites, pour mener à bien notre développement, nous allons dans un premier temps montrer que le travail peut être considéré comme une contrainte. Dans la deuxième partie, que le travail serait une condition pour la liberté. C'est ça que vous appelez plan. Hmm. D'accord. Donc, c'est juste les questions qu'on va enlever. Vous ne les enlevez pas, vous les transformez en affirmation. D'accord. Voilà, c'est ça quoi. Donc le plan, l'annonce du plan, c'est juste nous dire comment vous allez procéder dans le développement.
Voilà pourquoi vous dites, dans la première partie de notre travail, nous allons entrer dans la deuxième partie, ainsi de suite, et dans la troisième partie. C'est ça que vous on dit, annoncer le plan de travail. Vous avez posé des questions. Maintenant, vous allez nous préciser comment vous comptez procéder dans le développement. Est-ce que vous comprenez? Donc, le plan, ce n'est qu'une affirmation de la problématique. D'accord, d'accord, Est-ce que je c'est comprends. clair? Oui, monsieur. C'est très Merci clair ou beaucoup. bien c'est moins clair? C'est très, très bien clair. Ah, super, c'est Merci. bien alors. Je donne la parole maintenant à Hadija Diop. Après Insa Sadio se prépare. Ici, dans l'amorce, on pourrait prendre la citation de Karl Marx qui disait: Le travail est de prime abord un acte qui se passe entre l'homme et la nature. Le travail. Le travail est de prime abord un acte Mhm. qui se passe entre l'homme et la nature. Cette citation n'affirme pas directement les deux thèses du sujet, mais c'est une citation qui traite la nature du travail. Est-ce que vous comprenez? Non, Il pose d'abord le rapport de l'homme, le rapport entre l'homme et le travail. Mais ce n'est pas une citation qui annonce directement ou qui reflète la thèse. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez pris par exemple une citation dans ces manuscrits, là, par exemple, quand il analyse le travail dans le système capitaliste, Karl Marx nous dit que le travail est une aliénation, c'est une contrainte, en fait. Mais en dehors du système capitaliste, Karl Marx nous dit que le travail, normalement, était censé permettre à l'individu de manifester son talent. Par le travail, l'homme arrive à manifester son génie. Par le travail, l'homme arrive à s'humaniser. Mais quand c'est dans le système capitaliste, on perd cette dimension d'humanisation, le travail devient une perte d'identité de l'homme. Le travail devient une contrainte, devient une aliénation. Et donc, Karl Marx, quand il parle d'aliénation, de contrainte du travail, il analyse le travail dans le système capitaliste. Mais en dehors du système capitaliste, le travail n'est pas une contrainte, c'est plutôt une humanisation, c'est plutôt un moyen permettant à l'homme de manifester son talent. À partir du travail, l'homme arrive à se libérer. Et donc, le travail devient une liberté pour l'homme. Le travail devient un moyen lui permettant de s'humaniser. Mais dans le système capitaliste, tel n'est pas le cas. Donc, l'analyse euh, marxiste du travail dans le système capitaliste nous renvoie à l'idée d'une aliénation. Donc, on n'est pas encore arrivé même dans les détails, mais puisque vous m'avez posé cette question, effectivement, j'allais vous en parler. Parce que dans votre cours, on vous a parlé des différentes thèses. Une des thèses consiste à dire que le travail, au commencement, le travail était censé permettre à l'homme de s'humaniser. Le travail permettait à l'homme de s'éduquer. Le travail permettait à l'homme de s'unir avec la nature. Le travail était un élément essentiel permettant à l'homme d'assurer ses activités, mais aussi de subvenir à ses besoins, de s'humaniser. Mais lorsque le système capitaliste est apparu, le travail qui était censé permettre à l'homme de s'humaniser, le travail qui était, permis, qui était un moyen permettant à l'homme de manifester son talent, a disparu. Ce travail dans le système capitaliste est devenu une contrainte, une aliénation. En quoi est-il une aliénation? Parce que l'homme produit, c'est la première forme d'aliénation que Marx va formuler d'ailleurs, la perte hein, de son autonomie. Quand l'homme produit quelque chose, lui-même, il peine à acheter son produit. Donc, il y a une perte qui est là. Par exemple, ceux qui travaillent dans des entreprises comme Patisen, vous voyez, ou bien des maçons. Vous voyez, un maçon peut construire une maison, mais lui-même, il peine à avoir une maison, sa propre maison, parce qu'il n'a pas les moyens. C'est dans le système capitaliste. Comment on peut produire quelque chose et que nous n'arrivons même pas à avoir cette chose-là? On ne possède pas la chose. Donc ça, c'est une forme d'aliénation dans le système capitaliste. Ceux qui travaillent au pâtisserie aussi, même chose. Ils vont produire beaucoup d'éléments, beaucoup d'ingrédients, mais quand il s'agit de la fête de Tabaski ou Korité, eux-mêmes, ils peinent à acheter pleinement tous ces ingrédients-là. Ceux qui travaillent à la banque. D'autres n'arrivent même pas à construire leur propre maison. Mais pourtant, ils travaillent dans la banque. C'est eux qui gèrent même l'argent. Les fabricants aussi de l'argent aussi.
Parfois, eux aussi, ils peinent à trouver le bonheur parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui produisent cet argent. Ceux qui produisent aussi les voitures, ainsi de suite. Bref, dans l'analyse marxiste, dans le système capitaliste, l'homme l'homme qui produit ces éléments, lui-même, parfois, il a du mal à acheter ces produits-là. Donc, ça, c'est une première forme d'aliénation. La deuxième forme d'aliénation que Karl Marx va avancer, c'est quoi? C'est que le travail serait une contrainte dans la mesure où l'ouvrier même qui travaille ne décide rien. On lui impose tout, on lui dicte toutes les règles. Donc, lui, il ne fait qu'exécuter. Il devient, dans ce cas, un robot à pilotage automatique. Il est réduit au rang de robot. Il ne décide rien, il ne réfléchit pas, il ne fait qu'exécuter. La troisième forme d'aliénation, c'est le rapport de l'homme avec la nature. Dans le système capitaliste, normalement, la nature est censée permettre à l'homme de prolonger son génie. La nature doit permettre à l'homme de s'identifier. Mais tel n'est pas le cas dans ce rapport avec de l'homme et le travail dans le système capitaliste. Mais l'homme profite de la nature. Il transforme la nature. Il fait disparaître la nature. Et donc, il se sert de la nature pour créer ses produits. Donc là aussi, c'est un problème. Et même mieux, Karl Marx nous dit, entre hommes, entre les ouvriers, il y a une concurrence. Le système capitaliste instaure la concurrence. Donc, l'ouvrier qui était censé voir son prochain comme son ami, comme autrui, son proche, il voit maintenant son ami comme son ennemi. Parce qu'il y a une concurrence qui est là dans le système capitaliste. Celui qui va travailler plus, il sera le mieux aimé, le plus récompensé. Mais tu travailles moins, tu es balayé. Et donc, du coup, au lieu de créer un climat favorable, le système capitaliste va créer un climat défavorable où il va s'aimer la concurrence et donc du coup les gens vont s'entretuer. Alors que le travail était censé nous faire rapprocher. Donc voilà en grosso modo l'analyse marxiste du travail dans le système capitaliste. Donc ça, vous m'avez permis en même temps d'entrer dans le vif du sujet, démontrer en quoi le travail serait une contrainte. Dans tous les cas, j'ai proposé autant d'arguments dans le développement et ça peut vous servir. J'ai illustré aussi et ça peut aussi vous servir de repère. J'ai divisé tous les éléments. Alors, je passe la parole maintenant à Insa Sadio. Insa, nous vous écoutons. Insa Sadio, oui, vous avez la parole. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous avez dit tantôt ici que la problématique, c'est une affirmation du plan. Non, je n'ai pas dit ça. Oui, J'ai dit que si la j'ai... problématique, c'est l'ensemble des Oui. questions que l'on pose autour du problème. Le plan, Non, ce n'est- je oui, parle allez. de... Quand on annonce le plan, déjà, quand on pose des questions dans la problématique, ce n'est plus Oui. la peine d'annoncer le plan. D'annoncer le plan. J'ai dit que normalement, une bonne problématique peut faire l'objet d'un plan. Mais il Oui. se trouve que certains professeurs aiment voir les élèves annoncer le plan. J'ai dit, dans ce cas, vous avez la possibilité. Soit vous faites une bonne problématique et qui fera l'objet d'un bon plan, ou bien vous formulez les questions, mais en même temps, vous les affirmez. Donc, le plan, ça dépend de l'élève. Si, s'il fait une bonne problématique, ce n'est pas la peine d'annoncer le plan. Je ne dirais pas ça dépend des élèves, parce que si ça dépend des élèves, ils vont peut-être formuler des questions et puis s'en arrêter là. Mais ça dépend des profs, plutôt. Il y a des profs, après avoir formulé les questions, ils demandent l'annonce du plan. Mais maintenant, pour ne pas voilà, vous donner une seule voix, voilà pourquoi, pour être prudent, je vous dis, soit vous formulez les questions, et cela peut faire l'objet d'un bon plan, certains profs l'acceptent, ou bien vous formulez des problèmes, des questions, mais en même temps vous affirmez. Donc, par mesure de D'accord. prudence, vous pouvez formuler des questions, mais après annoncer le plan, Mhm. par mesure de prudence. D'accord, j'ai compris. D'accord. Et maintenant, il y a quoi? Bonjour, monsieur. Mon micro ne fonctionne pas. Et j'ai une question à vous poser. Bon, c'est Marie-Pierre, hein? Non, qui, comment dirais-je? Jim Jack. Monsieur, est-ce que vous pouvez baisser sur la problématique pour que je puisse... On en a déjà répondu.
Euh, il y a Fatima Sall, Fatima Fall encore, oui. Allez-y. Pour le développement, d'abord, comment développer? Pour développer, impérativement, l'élève doit savoir construire des paragraphes. Franchement, pour réussir un bon développement, il faut que vous soyez en mesure de construire des paragraphes. Je dirais même de bien construire les paragraphes. Qu'est-ce qu'un paragraphe? Un paragraphe est composé d'idées générales, d'arguments et d'illustrations. Et à la fin, conclusion partielle. Dans le développement, minimum, il faut deux paragraphes. Minimum. Deux arguments. Vous ne pouvez pas faire un seul argument ou un seul paragraphe. Ce n'est pas possible. Minimum, c'est deux paragraphes. Mais comment construire un seul paragraphe? Pour construire un paragraphe, encore une fois, j'insiste, il faut d'abord affirmer l'idée. Après cela, vous l'expliquez, vous illustrez. Après conclusion, puis conclusion partielle. Si vous voulez, vous construisez les deux paragraphes et à la fin, maintenant, vous allez effectivement faire une seule conclusion partielle, puis la transition. Quand vous terminez votre introduction, vous sautez une ligne pour faire le développement. Mais pour traiter la première partie, la première des choses à faire, c'est d'énoncer la thèse. Énoncer d'abord la thèse. Fermez les yeux et énoncer la thèse. Donc, dans la première partie, vous allez énoncer la thèse. Vous énoncez la thèse directement. Vous ne pouvez pas argumenter si la thèse n'est pas encore énoncée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à tenir en compte. Voilà pourquoi, dans ce sujet, j'ai dit, le travail est une nécessité imposée à l'individu. C'est ça que nous allons justifier. C'est ça la thèse. Non, le travail comme contrainte, autant pour moi. Ou encore aliénation. C'est ça la thèse. Vous énoncez d'abord. Le travail peut être considéré comme une contrainte ou bien comme une aliénation. Là, vous avez énoncé la thèse. Après cela, maintenant, vous allez affirmer le premier argument. J'énonce d'abord la thèse, ça est là. Je mets ici un. Le travail peut être considéré, le travail peut être considéré comme une contrainte. Donc, vous mettez point. Là, vous avez énoncé la thèse. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans le développement, une fois arrivé, première partie, fermez les yeux, énoncez d'abord la thèse. C'est fondamental. Énoncez la thèse en relativisant. Et donc, notre thèse ici est la suivante. Le travail peut être considéré comme une contrainte. Vous mettez point. Après avoir énoncé la thèse, deuxième chose, deuxième élément du paragraphe, affirmez l'argument. Vous affirmez l'argument. Comment on affirme l'argument? Il y a des connecteurs. Soit vous dites tout d'abord, ensuite, enfin. De prime abord, ou bien à première vue, ou bien dans un premier temps. Si c'est deux arguments que vous allez développer, vous utilisez des connecteurs comme dans un premier temps, dans un second temps. OK. Rabia Toussaint, oui. Rabia, nous vous écoutons. Oui, monsieur, je Oui. disais que pour énoncer la thèse, c'est seulement dans le brouillon ou bien dans la feuille propre, par exemple. Non, nous sommes sur la copie propre. Tout ce que Ah, j'ai dit là, sur la copie propre d'abord. oui, d'accord. Donc, sur votre copie, une fois arrivé dans le développement, ça arrive, au lieu de douter par où je vais commencer ou pas, non, les règles sont très claires. Mhm. Pour vous simplifier les choses, dans la première partie, ça pour le développement de la thèse, venez d'abord et énoncez la thèse. Énoncez la thèse, c'est important. Vous énoncez la thèse. D'accord, c'est compris. Il y a Charles Samy qui dit, il n'y a pas de formulation dans l'introduction, monsieur. Non, j'ai dit, vous pouvez le faire. Après avoir posé le sujet, vous allez le reformuler. Ça, je l'ai dit depuis le début, hein. Vous pouvez le reformuler. La reformulation n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Ce n'est pas une obligation, mais plutôt une recommandation. Pour revenir à Rabiatou, je disais tout à l'heure que dans le développement, la première chose à faire, énoncer d'abord la thèse. Une fois énoncé la thèse, deuxième étape maintenant, affirmez votre premier argument. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui, j'ai compris. Affirmez votre premier argument. Là, pour affirmer l'argument, vous utilisez des connecteurs comme tout d'abord dans un premier temps. Par exemple, ici, vous avez trois arguments. Vous pouvez dire, par exemple, vous décalez, vous venez, vous dites, d'abord,
virgule, le travail est une nécessité imposée à l'individu. Le travail est une nécessité imposée à l'individu. Là, vous avez affirmé votre argument. Point. Vous avez énoncé la thèse. Point. Vous avez affirmé l'argument. Point. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez expliquer l'argument que vous avez affirmé. On énonce la thèse, on affirme l'argument, on explique l'argument. Déconnecté pour l'expliquer, vous avez en effet, car, deux points, autrement dit, c'est-à-dire. Donc là, on a dit tout d'abord, on a affirmé. J'ai cité mon premier argument. Le travail est une nécessité imposée à l'individu. Point. Je dois expliquer cet argument-là. Je dis, en effet, virgule, ouais, l'homme doit travailler pour subvenir à ses besoins. En effet, virgule, doit travailler pour assurer ou bien pour subvenir, hein, assurer à ses besoins. Ce qui limite, ce qui limite ses choix. Ce qui limite ce qui limite ses choix. Hein. Ce qui limite ses choix de vie et l'oblige à suivre un rythme imposé. À suivre un rythme imposé. Donc là, j'ai expliqué mon argument. Maintenant, puisque j'ai expliqué, je dois illustrer l'argument. Je dois illustrer l'argument. Vous dites ainsi, si c'est une citation, vous donnez une citation, soit vous faites une explication en partant des faits, en partant des faits. Je dis, c'est ainsi qu'un salaire, je dis, par exemple, virgule, l'ouvrier, et je dis, un salaire doit, hum, un salaire, un salarié, autant pour moi, un salarié, un salarié doit respecter des horaires et des objectifs impôts et des objectifs imposés. Ce qui restreint son autonomie. Point. Là, vous voyez, je viens de construire mon premier paragraphe. En quoi faisant? J'ai d'abord énoncé la thèse. Je vous montre comment j'ai fait. Ça, c'est le premier. C'est le premier paragraphe. J'ai d'abord énoncé la thèse en disant ceci. Le travail peut être considéré comme une contrainte. Point. Je décale. J'affirme là l'argument. Je dis d'abord, le travail est une nécessité imposée à l'individu.
Je dois expliquer cet argument. Je dis, en effet, l'homme doit travailler pour assurer à ses besoins, ce qui limite ses choix de vie et l'oblige à suivre un rythme imposé. Là, j'ai expliqué. Je dois illustrer. Je dis, par exemple, un salarié doit respecter des horaires et des objectifs imposés, ce qui restreint son autonomie. Et là, j'ai construit mon premier paragraphe. Dès que je termine, je passe au second paragraphe. Comment faire? Est-ce qu'il faut énoncer encore la thèse? La réponse est non. La thèse se trouve uniquement dans le premier paragraphe et c'est la première phrase de la première partie. Dans le deuxième paragraphe, vous allez commencer par affirmer l'argument, vous l'expliquer, puis vous illustrer. Et donc, il ne faut pas énoncer la thèse dans chaque paragraphe. Non, la thèse, on ne l'énonce qu'une seule fois. Tous les autres arguments ne sont juste que des arguments qui soutiennent cette thèse, qui justifient cette thèse-là. Donc, la thèse, vous l'énoncez une seule fois dans le premier paragraphe. Et dans le deuxième paragraphe, vous allez commencer maintenant par l'affirmation de l'argument, l'explication de l'argument et vous illustrer. Si vous vous limitez à deux paragraphes, vous faites une seule conclusion partielle. Si c'est trois paragraphes, dans le troisième paragraphe aussi, vous affirmez l'argument, vous l'expliquez, puis vous illustrez. Entre les arguments, on ne saute pas de ligne. Vous allez juste faire des alinéas, vous faites des retraits. Par exemple, après avoir terminé le premier paragraphe, dans le deuxième paragraphe, vous allez juste sauter peut-être deux carreaux. Vous dites, puisqu'on a dit d'abord, vous allez mettre ici, ensuite, virgule. Vous affirmez maintenant le deuxième argument. Le travail peut être une source d'aliénation. Ensuite, le travail peut être source d'alliés, source d'aliénation. Vous mettez point. Sujet, verbe, complément, ne vous fatiguez pas. J'ai affirmé mon argument, maintenant je dois l'expliquer. Puisque j'avais dit en effet, maintenant ici je vais dire car. Vous mettez car là directement. En se référant sur Karl Marx, on peut montrer que le travailleur, sous le capitalisme, n'est plus maître de son activité. Il produit pour un autre, selon des directives qu'il ne contrôle pas. Donc je mets car selon Karl Marx, selon Karl Marx, le travailleur, le travailleur sous le capitalisme, sous le capitalisme, n'est plus maître, n'est plus maître de son activité, n'est plus maître de son activité. Il produit il produit pour un autre. Je termine cette phrase, après je vous donne la parole. Rabiatou. Il produit pour un autre, vous comprenez? Virgule. Selon des directives, selon des directives qu'il ne contrôle pas. Qu'il ne contrôle. Là, j'ai expliqué. Et après, vous allez illustrer. Oui, Rabia Toussane, je vous écoute. Oui, je demandais si cette citation peut passer de Karl Marx.
Le Oui, travail ne produit pas seulement des marchandises, il se produit lui-même et produit l'ouvrier comme une marchandise. ça c'est Ça peut, l'argument. Par exemple, cette citation va directement dans, dans l'argument que nous venons d'expliquer. ça peut C'est la passer deuxième héréditaire. forme d'aliénation de Karl Marx. Pour lui, en fait, l'ouvrier est réduit au rang de machine, au rang de produit. Parce que lui, il ne dicte rien. Il est comme un produit. Comment dire, il est comme une machine, en fait. Il perd son autonomie, il ne réfléchit pas. On lui dicte tout, quoi. Et donc, lui, ce qu'il a à faire, c'est d'exécuter. Donc, cette citation, effectivement, peut nous permettre d'illustrer ou d'appuyer encore cet argument que nous venons de formuler là. D'accord, c'est bien. D'accord. Donc là, on vient d'expliquer l'argument. Maintenant, dernière étape, c'est d'illustrer. C'est d'illustrer. Vous pouvez dire, par exemple, c'est ainsi que c'est ainsi que l'ouvrier à la chaîne qui, qui répète des gestes mécaniques sans comprendre le sens global, sans comprendre le sens global de son travail, ressent une aliénation. Donc là, nous venons d'illustrer. Et maintenant, puisqu'on a construit deux paragraphes, si on décide de se limiter là, on fait une seule conclusion partielle. Et dans ce cas, on dit donc, virgule, le travail peut être considéré comme une contrainte. Et là, vous avez fini votre première partie. Et donc, ce qui est intéressant dans ça, c'est quoi? J'insiste sur la construction des paragraphes. Un paragraphe est composé d'idées, d'arguments, d'illustrations et conclusions partielles. Dans notre cas, nous avons d'abord énoncé la thèse. Après avoir énoncé la thèse, on a affirmé notre premier argument avec le connecteur d'abord. Après avoir affirmé l'argument, on a expliqué cet argument avec le connecteur en effet. Après avoir expliqué, on a illustré. Après avoir illustré, nous sommes passés au second paragraphe. On n'a pas sauté de ligne, mais on a juste décalé. Quand on décale, ça marque le début d'un nouveau paragraphe. Et dans le deuxième paragraphe, vous n'allez pas énoncer encore la thèse. Vous affirmez votre deuxième argument, puis vous l'expliquez. Après, vous illustrez et enfin, vous faites une seule conclusion partielle qui va tenir compte des deux arguments. La conclusion partielle n'est rien d'autre que la thèse encore. Mais vous allez formuler ça d'une autre manière. Une fois terminé maintenant la première partie, vous faites une transition. Par exemple, dans ce sujet, la transition que je proposais est la suivante. Si le travail peut apparaître comme une aliénation, il permet aussi à l'homme d'accéder à une certaine autonomie et à la liberté. J'écris.
J'écris d'abord la transition. Transition. On ne saute pas de ligne pour faire la transition. Vous décalez juste. Décalez. J'ai proposé comme ceci. Si le travail peut apparaître, si le travail peut apparaître comme une aliénation, aliénation, virgule, il permet, il permet aussi à l'homme, il permet aussi à l'homme, il permet aussi, il permet aussi à l'homme d'accéder à une certaine, à une certaine autonomie, à une certaine autonomie et à la liberté. Et donc, vous avez votre transition. Il n'y a pas une seule formule pour faire la transition. Vous pouvez dire, c'était sur laquelle le travail peut être considéré comme une aliénation, une contrainte, peut être remise en cause. Car on peut aussi considérer le travail comme étant une autonomisation et une liberté pour l'homme. Donc, vous avez plusieurs possibilités pour faire la transition. Dans ce sujet-là, évitez de mettre les connecteurs qui ont le sens de l'opposition, comme cependant, certes, toutefois. Ce sujet n'est pas un sujet, comment dirais-je, dialectique, où il faut poser une proposition et son contraire. Non, c'est un sujet de dépassement, en fait, puisqu'il y a la présence du connecteur ou. C'est un dépassement. Il y a une possibilité qui est là et vous mettez une autre possibilité qui est celle d'une autonomisation et de la liberté pour l'homme. Donc voilà pourquoi j'ai posé la condition. Si le travail peut apparaître comme une aliénation, il permet aussi à l'homme d'accéder à une certaine autonomie et à la liberté. Autrement dit, j'accepte la thèse, je la conserve et je la dépasse. Donc c'est un dépassement. Il faut beaucoup faire aussi attention à ça. Est-ce que par rapport à la transition, vous avez compris? Encore une fois, entre la première partie et la transition, on ne saute pas de ligne. Il faut juste décaler. Les seules fois où on saute des lignes, c'est entre l'introduction et le développement, et entre le développement et la conclusion. Sinon, c'est juste des retraits, des alinéas, comme on le dit. Alors, si vous avez des questions aussi par rapport à la transition, je vous écoute. Y a-t-il des questions? Je vous écoute. Y a-t-il des questions? Ou bien je continue? Nous allons vérifier étape par étape. Qui n'a pas compris pour la transition? On a compris. Ah, ok, super alors. Maintenant, puisque la transition, elle est là, dans la transition, j'ai énoncé l'antithèse. Attention, dans la transition, j'ai énoncé directement l'antithèse. Et donc, vous n'allez pas sauter de ligne, mais vous allez plutôt décaler en disant, par exemple, dans un premier temps, dans un premier temps, virgule,
Après là, vous affirmez l'argument. Je mets affirmation de l'argument, puisque c'est la même chose. Après avoir expliqué et affirmé Monsieur, l'argument, vous allez expliquer l'argument. Je mets ici explication, explication de l'argument. Après avoir expliqué l'argument, vous allez illustrer. Je mets ici illustration de l'argument. Après avoir illustré l'argument, vous venez aussi au second paragraphe. En décalant un peu, vous mettez dans un deuxième temps, virgule, vous affirmez l'argument. Vous arrivez pour la transition, d'accord, il n'y a pas de problème. Vous affirmez l'argument. Une fois affirmé l'argument, Kenza Malou, j'arrive, hein? Je termine ça, après je vous reviens. Vous affirmez l'argument. Après avoir affirmé l'argument, vous illustrez. Une fois illustré, maintenant vous faites une seule conclusion partielle pour les deux paragraphes. Conclusion partielle. Donc voilà comment on construit aussi. Vous allez faire avec la deuxième partie. Maintenant, je réponds à la question de Malou, qui dit qu'il n'a pas, il est perdu à partir de la transition. La transition, elle est là. J'ai dit, après avoir terminé la première partie, la transition est là. Si le travail peut apparaître comme une aliénation, il permet aussi à l'homme d'accéder à une certaine autonomie et à la liberté. Vous comprenez? On a conservé, c'est comme quand vous dites, quand bien même que le travail peut apparaître comme une aliénation, il permet aussi à l'homme d'accéder à une contrainte, à une certaine autonomie et à la liberté. Et donc, dans la transition, j'ai conservé la thèse, mais j'ai précisé que, au-delà de cette thèse, le travail aussi peut être perçu comme une autonomisation, comme une liberté. Et donc, dans la transition, j'ai conservé la thèse et je l'ai dépassée en proposant une deuxième proposition. Alors, est-ce que vous avez compris? Avez-vous compris? Pour celui qui est Malou, avez-vous compris? Kenza, Kenza Malou. D'accord. Alors, il y a une autre question par rapport au développement. Biran Nyan, oui, Biran Nyan. Vous avez une question pour le développement? Kenza Malou, oui, vous avez la parole. Kenza, nous vous écoutons. Bon, je donne la parole à Biran. Biran Nyan, oui, vous pouvez parler. Oui, monsieur, Oui, je voulais demander, est-ce que l'illustration est-il nécessaire dans le développement? ah oui, il faut illustrer. Ça fait partie des règles de la construction du paragraphe. Il faut justifier. D'accord. D'accord. Kenza, puisque vous avez compris, alors c'est bien. Khadijatou Diop, oui, nous vous écoutons. mais monsieur, pour l'illustration, Oui, par exemple, si on a oublié l'auteur ou bien la citation de l'auteur, on peut prendre notre bien propre. sûr. Exemple, si vous pouvez prendre votre propre exemple. Oui, oui. Tout à fait.
Vous pouvez illustrer par citation en mettant entre guillemets les propos de l'auteur. Si vous oubliez certains mots, vous enlevez les guillemets. À défaut de ça, vous pouvez partir des exemples concrets comme ce qu'on vient de faire ici. Donc, c'est aussi possible. Mais dans tous les cas, il faut illustrer. Un Sadio, oui, vous avez la parole. Monsieur, je demande si les arguments, on peut se limiter à deux arguments ou bien quelles sont J'ai les dit, limites dans les arguments? effectivement, j'ai dit minimum, c'est deux pour chaque partie. Minimum, c'est deux arguments. Ah, d'accord. Et maximum, c'est quatre. Bon, pour le maximum, je ne vais pas donner un certain nombre, mais je sais qu'au moins, minimum, c'est deux. Maintenant, pour le nombre d'arguments que vous allez avancer, dans tous les cas, n'exagérez pas aussi, hein. Il ne faut pas mettre plus de cinq arguments. Donc, trois, c'est bon. Au maximum, quatre arguments. Si vous avez Donc, trois arguments solides, ça va, quoi. Mais ne dépassez d'accord. pas, hein. Et pour illustrer, on peut utiliser un œuvre philosophique ou bien. J'ai dit, je reprends pour tout le monde, pour illustrer, soit vous pouvez utiliser une citation extraite d'une œuvre, soit, si vous ne maîtrisez pas la citation, vous enlevez les guillemets, vous mettez juste deux points, après vous citez. Soit, vous partez des exemples concrets ou des exemples de la vie. Là, vous n'avez pas besoin de citation. Vous êtes libre à ce niveau. Fatima Fall, oui, D'accord, vous avez la merci. parole. Bon, monsieur, monsieur le nombre d'arguments, non, le nombre de paragraphes du texte doit égal au nombre de paragraphes de l'antithèse. Oui, il faut équilibrer le nombre de paragraphes. Si dans la première partie, vous avancez trois arguments, dans la deuxième partie, avancez trois arguments. Si dans la première partie, vous avez avancé deux arguments, dans la deuxième aussi, il faut avancer deux arguments. Au minimum deux Oui, arguments, minimum deux, 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 minimum. deux paragraphes. Oui, minimum, pour chaque partie. D'accord. OK. Maintenant, on va passer directement à la conclusion. Je vous montre. Pour la conclusion finale, je vais mettre conclusion finale pour la distinguer de la conclusion partielle. Pour la conclusion finale, faites d'abord, la première étape, c'est le bilan. Faites d'abord le bilan. Que faut-il entendre par bilan? Commencez par nous rappeler la thèse, puis l'antithèse. C'est ça qu'on appelle le bilan. Rappel de la thèse et l'antithèse. S'il y a une synthèse, vous rappelez aussi la synthèse. Après avoir terminé, vous donnez votre point de vue. Point de vue. Pour votre point de vue, ne dites pas, selon moi, non, 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 non. Ce que je crois, ou non. Commencez par dire, en ce qui nous concerne, d'après nous, ou bien pour nous. Mais on ne vous autorise pas à utiliser le je ou le moi. Le je, moi doit disparaître. Utilisez le vous, le nous, d'après ou bien selon. Vous donnez votre point de vue. Soit vous êtes d'accord avec la thèse, soit vous êtes d'accord avec l'antithèse, soit vous êtes d'accord avec les deux positions en même temps. Et vous expliquez. Une fois terminé, maintenant, vous dégagez ce qu'on appelle la perspective. La perspective n'est pas une obligation, mais plutôt une recommandation. Ne donnez pas une perspective qui n'a rien à voir avec le sujet. La perspective doit être une continuité. Ça doit être une ouverture. On prolonge le débat, en fait. Mais souvent, vous donnez des perspectives qui n'ont rien à voir avec le contexte du sujet et ça pose problème. Et donc, si vous n'êtes pas capable de formuler une bonne perspective à partir du débat qui est là,
alors vaut mieux de ne pas dégager une perspective. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais c'est plutôt une recommandation. Et donc, pour la conclusion, encore une fois, je le précise, faites un rappel du bilan. Quand on parle du bilan, ce sont les différentes idées principales que vous avez développées dans la thèse. Une fois terminé cette étape, vous donnez votre point de vue. C'est ici que vous allez répondre par rapport à la question qui vous a été posée dans le libellé du sujet. Une fois terminé, vous formulez la perspective qui n'est pas une obligation, mais plutôt une recommandation. Maintenant, Djibril Diouf, vous avez la parole. Djibril Diouf, vous avez la parole. À défaut de ça, vous coupez votre micro. D'accord. Euh, Est-ce que vous dites, il y a Awa Diallo, pour ce sujet, il s'agit donc d'appuyer la thèse, mais pas la réfuter. Oui, il s'agit d'appuyer la thèse, de la conserver et de la dépasser. Et de la dépasser. On la conserve et on la dépasse. Voilà pourquoi dans la transition, j'ai précisé. Si le travail peut apparaître comme une aliénation, il permet aussi, j'ai même dit aussi, c'est un surplus, un dépassement. Il permet aussi à l'homme d'accéder à une certaine autonomie et à la liberté. Donc ça aussi, comme par exemple, on dit, la vie rend-elle l'homme heureux ou malheureux? Quelqu'un qui est malheureux peut dire que la vie rend l'homme malheureux. Mais quelqu'un de l'autre côté, mais qui est heureux, peut dire que la vie rend heureux. Et donc, on peut dire, si la vie peut apparaître comme un malheur pour certains hommes, elle est aussi un bonheur pour d'autres. Donc là, c'est une conservation et dépassement. Parce que toutes les propositions, toutes ces choses sont vraies. Voilà pourquoi il ne s'agit pas de rejeter, mais conservation et dépassement. Donc, pour des sujets avec le connecteur ou, ce n'est pas une réfutation de la thèse. Non, il s'agit de conserver la thèse et la dépasser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, peux-tu nous faire un exemple complet de conclusion sur, sur ce sujet? Ah oui, d'accord. J'ai proposé comme conclusion ceci. Ça et là, conclusion, j'ai dit le travail, en somme. Donc, j'ai déjà formulé la conclusion et ces différents éléments. Là, je vais directement à l'application. En somme, virgule, il convient de retenir, j'ai dit rappel de la thèse, puis l'entité, que le travail, il convient de noter que le travail peut être perçu à la fois comme une contrainte, comme une, comme une contrainte et comme une condition de la liberté. Et comme une condition de de la liberté. Là, j'ai fait le bilan des deux thèses. La première travaille comme contrainte, deuxième travaille comme condition de la liberté. J'ai fait le bilan. Maintenant, je vais donner mon point de vue. Je dis,
Je dis, d'après nous, d'après, d'après nous, pour le bilan, j'ai donné juste directement la thèse et l'entité. Vous pouvez expliquer un peu, hein? Mais là, je vous montre juste la méthodologie. Vous pouvez expliquer un peu. Par exemple, vous pouvez dire que le travail peut être perçu à la fois comme une contrainte et comme une condition de la liberté. Il est une aliénation lorsqu'il est subi et prive l'individu de son autonomie, mais il est aussi une source de liberté lorsqu'il permet l'indépendance et l'épanouissement personnel. Donc là, vous pouvez détailler un peu. Maintenant, une fois terminé le bilan, d'après nous, ou bien selon nous, ou bien pour nous, là, vous donnez votre point de vue. La véritable, la véritable, la véritable liberté ne réside pas dans l'absence de travail, ne réside pas dans l'absence de travail, virgule, mais dans la possibilité de choisir un travail qui nous épanouit. Mais dans la possibilité, dans la possibilité de choisir un travail qui nous épanouit. Un travail qui nous épanouit. Voilà. Vous avez donné votre point de vue. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est la perspective. Vous dites, par exemple, dans un, dans un monde où, même si je j'aime pas trop cette expression, mais c'est juste un exemple pour vous faciliter la compréhension. Dans un monde où les technologies évoluent, dans un monde où les technologies évoluent, ne devrions-nous pas, ne devrions, ne devrions-nous pas repenser, ne devrions-nous pas repenser notre rapport au travail pour mieux concilier liberté et nécessité. Liberté et nécessité. Point d'interrogation. Et là, vous avez votre perspective. Donc voilà, en grosso modo, les différents éléments de la conclusion et un exemple concret est là. Est-ce qu'il y a des questions? Maintenant, je parle à Marie-Pierre. Marie-Pierre, est-ce que là, vous avez compris? Marie-Pierre, est-ce que vous avez compris maintenant? Vous qui m'avez posé la question, monsieur, peux-tu nous faire un exemple complet de conclusion sur ce sujet? Je viens de faire je viens de donner un exemple. Donc, si vous avez compris, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Maintenant que nous venons de Monsieur, terminer, oui, Fatima, monsieur, pardon, il y a une question que je voulais vous poser qui m'a échappé. laquelle? Lors de,
de la thèse et de l'antithèse. Quand? C'est obli- j'ai dit de la thèse et de l'antithèse. C'est obligatoirement de faire l'introduction partielle et la conclusion partielle quand il s'agit de la thèse et de l'antithèse. L'introduction partielle. Oui. Et la conclusion partielle lors de la thèse Je et ne de comprends pas ce l'antithèse. que vous entendez, ce que vous appelez par introduction partielle. Je voulais dire, concernant la thèse Oui, et l'antithèse, pour commencer, avant d'élaborer la thèse, je ne sais pas oui. si c'est la même chose qu'en français, mais en France, on dit que pour faire la thèse, on peut faire l'introduction partielle de Ah, la je thèse. comprends ce que vous voulez dire, je comprends. Bon, écoutez, vous pouvez le faire comme vous pouvez ne pas le faire. Vous pouvez venir directement et énoncer la thèse, quoi. Je comprends ce que vous voulez dire. Par exemple, dans le développement, au niveau de la thèse, vous pouvez commencer encore par définir le travail. Le travail peut être défini comme une activité permettant à l'homme parfois de s'épanouir, mais tantôt ce travail devient contraignant. Tout d'abord, après vous énoncez ainsi de suite. N'est-ce pas c'est ce que vous voulez dire? Oui, donc c'est pas Ce n'est obligatoire pas une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. C'est une recommandation. Vous Ah, facilitez la d'accord, tâche et puis vous pouvez venir directement énoncer la thèse. d'accord. Ça va? Oui, oui, c'est bon. Alors, s'il n'y a Merci. pas d'autres questions, c'est ici que se termine le cours. Nous venons de voir ensemble les différents éléments comment dirais-je, de la dissertation en prenant un exemple d'un sujet typique qui s'inscrit dans le domaine 2. Et donc, je vous ai rappelé d'abord les problématiques liées autour de la nature du travail ou encore du rapport entre le travail et l'homme. Et je vous ai dit que plusieurs perspectives ont été avancées. L'une des perspectives ou l'une des thèses consiste à dire que le travail est contraignant en ce sens qu'il prive l'homme de retrouver son autonomie, son bonheur, sa joie. Et j'ai dit que cette position peut être justifiée dans l'analyse marxiste du système capitaliste. Parce que pour lui, dans le système capitaliste, le travail tel qu'il s'effectue, il est contraignant, il est aliénant. Le concept qu'il utilise, c'est l'aliénation. Le travail devient vraiment un moyen qui ne permet pas à l'homme de s'épanouir. Le travail déshumanise l'homme. Avec le travail dans le système capitaliste, l'homme perd son identité, il perd son objet, il ne réfléchit pas, il ne développe pas ses propres capacités, mais il est réduit au rang de robot, il est réduit au rang de l'objet. L'objet prend la place de l'homme et l'homme prend la place de l'objet. Et donc, en se basant sur Karl Marx, effectivement, on peut effectivement démontrer que le travail finalement est contraignant. Mais il y a aussi d'autres thèses qui ont été avancées. Quand vous prenez l'exemple de Hegel, il ne voit pas le travail comme une contrainte, comme une aliénation. Par contre, le travail permet à l'homme de manifester effectivement son génie, son talent, car pour lui, ce n'est rien d'autre qu'une manifestation de l'esprit. Et donc, c'est Hegel, l'ouvrier, par le biais du travail, arrive à s'humaniser, arrive à projeter son intelligence, son génie, son talent. Et donc, quand l'ouvrier crée quelque chose pour lui, fait son travail, son œuvre porte la marque même de son esprit. Et cette idée de Hegel va traverser même toute sa conception de l'art pour dire qu'une œuvre artistique n'est rien qu'une manifestation de l'esprit. Et donc, le travail, c'est Hegel, est un moyen permettant à l'homme de s'humaniser, de manifester son génie, son talent, son pouvoir ou encore son don. Donc, à partir de ces deux positions, en se référant à Marx ou à Hegel, on peut démontrer qu'au-delà de l'aliénation, le travail peut aussi être perçu comme un moyen d'humanisation, comme un moyen permettant à l'homme de retrouver son autonomie, mais aussi sa liberté. À travers le travail, l'homme exprime sa liberté, l'homme manifeste son autonomie parce qu'il avance, il formule ses propres règles, ainsi de suite. Et donc, quand on parle de travail comme contrainte, il faut penser tout de suite au travail tel qu'il est pratiqué, tel qu'il est appliqué dans le système capitaliste. Mais en dehors du système capitaliste, le travail n'est pas une aliénation, n'est pas une contrainte, mais plutôt il devient une humanisation, il devient un moyen d'expression permettant à l'homme de manifester son talent et son génie. Voilà les perspectives qui ont été développées sur la question de la nature du travail ou encore sur le rapport entre l'homme et le travail.
Et donc, je vous ai montré les différentes étapes et il faut les suivre. Oui, je voulais juste, avant de quitter, que vous défilez un peu pour que je fasse des captures d'écran. Malheureusement, le temps nous est imparti, mais on va essayer de voir. Quelle partie exactement? Avant la perspective. Euh, Écoutez, Rabiatou, je vous donne une solution, je vous propose une solution. C'est-à-dire, dans la plateforme, il suffit de créer votre compte. Vous avez accès à tous les contenus. Si vous avez du mal à accéder au contenu, c'est juste que parce que vous n'avez pas créé un contenu. On va vous expliquer comment on crée un contenu. Créez un contenu et vous aurez accès à tous les contenus. Est-ce que ça vous va? Un compte quoi? Créez un compte. Oui, j'ai déjà un compte. Maintenant, vous pouvez accéder à tous les contenus. Vous n'avez même pas besoin de photographier. Ah oui, d'accord. Ouais, tout ce que j'ai dit, j'ai proposé une correction typique. Et vous avez accès à tout ça, en fait. D'accord, c'est bon. Même le cours se trouve là-bas. Et donc, vous pouvez vous en approprier. Fatima Diouf, oui. Je voulais lui dire que les cours sont diffusés sur YouTube. Ah, voilà. Il y a aussi sur YouTube. Mais le contenu, même la fiche, encore une fois, la fiche où j'ai écrit tout, vous pouvez même y avoir accès. Tout est à votre disposition. On a pensé au millimètre près, en fait, sur vos doléances. Vous avez le support du cours. Tout ce qu'on dit ici, c'est déjà préparé. On a déjà formulé une fiche qui vous permettra ou qui vous servira de guide. En dehors des explications. Ça, ce sont des explications. Vous avez le support du cours, mais en même temps, vous avez l'intégralité de la vidéo. Sur Facebook, sur YouTube, vous avez tout, en fait. Il suffit de créer un compte. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Et le prochain cours, ça sera aussi un sujet, encore une fois, je vous précise, tous les sujets qu'on vous donne, c'est des sujets de bac. Et si on ne traite pas n'importe quel sujet, on vous initie directement à affronter les épreuves du bac. Donc, prochain cours, ça sera un commentaire. Ça sera aussi un texte extrait du bac, en fait. On va traiter ça ensemble et vous allez voir. Donc, chaque cours, c'est uniquement des exercices. Commentaire, dissertation, les épreuves du bac. Donc, préparez-vous. Merci encore une fois pour votre attention et la plateforme Takana Academy vous remercie énormément. Et on va changer les horaires après juste le mois de Ramadan. Comme ça, vous aurez assez de temps, vous aurez beaucoup d'exercices à faire à la maison. Et une fois arrivé à la plateforme, on va traiter l'exercice. Mais encore une fois, n'oubliez pas de créer des comptes. Créez vos propres comptes. Créez des comptes pour accéder à tous les contenus. Ça, j'insiste beaucoup. Si vous voulez voir des corrections, vous voulez bénéficier des éléments, merci beaucoup, Monsieur Sedi, Djibril Diouf. Ah, Djibril, je vous en prie, il y a Amadou Sow, oui, nous vous remercions aussi. La plateforme Takana Academy est là uniquement pour vous. Si vous avez des difficultés, il faut mentionner ça sur une feuille. Arrivez ici, vous les posez, on va traiter le problème. Nous sommes là vraiment uniquement pour vous. N'importe quelle difficulté, n'importe quel problème, venez exposer ça ici ensemble, on va travailler. Et encore une fois, tout ce qu'on dit ici, c'est visible et nous sommes suivis partout. Si ce n'est pas bon, il y aura des gens qui ne vont pas hésiter d'intervenir pour rectifier. Ça, c'est une preuve pour vous dire que cette plateforme ne joue pas. Nous sommes dans le sérieux. Tout ce qu'on fait, on l'expose au grand public pour que les gens apportent leur signote, leur point de vue sur la démarche, effectivement. Et donc, si vous voulez vous assurer de la fiabilité de la méthode ou de cette plateforme, encore une fois, venez, on va tester ça ensemble. Dans tous les cas, c'est une plateforme qui est ouverte à tout le monde. Tout le monde nous regarde. Et donc, si jamais il y a erreur, les gens ne vont pas hésiter encore une fois d'intervenir pour nous rappeler des éléments essentiels. Encore une fois, merci pour tout. Merci pour votre présence. Créez votre compte pour vraiment accéder au contenu de cette plateforme Takana Academy. Vous pouvez aussi donner vos impressions par rapport au déroulement du cours. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous souhaiterez que l'on améliore? Ainsi de suite. Encore une fois, c'est une plateforme qui est là uniquement pour vous servir. La plateforme est là pour vous accompagner. Et donc, c'est à vous d'exposer vos problèmes et à partir de là, nous allons trouver brièvement les solutions. Il n'y a pas que le cours de philo, il y a d'autres cours, mathématiques, SVT, anglais. Profitez quoi, profitez pleinement et nous vous disons encore une fois au revoir, merci, à la prochaine.